La recherche sur des sujets humains, c'est un phénomène incontournable. C'est un phénomène nécessaire pour améliorer la qualité de vie, mais surtout pour garantir la sécurité des individus. Sans test, il y a trop de risques. Il ne faut pas oublier que la recherche a permis de nombreux progrès dans le domaine de la médecine. Alors, mon argument premier sera qu'il est acceptable de faire de la recherche sur les sujets humains parce que la sécurité du processus pour les participants est garantie par de nombreux repères guidant le travail des professionnels afin de contrôler les risques. Tout d'abord, il faut savoir que depuis 1947, on a mis en place un code d'éthique. Les règles sont celles du code de Nuremberg. Et le but de ce code était tout d'abord d'éviter de répéter les horreurs du passé. On peut penser notamment à l'Allemagne nazie et de rendre la dignité aux participants qui, plus souvent qu'autrement, étaient traités comme un rat de laboratoire par les chercheurs. Et il y a un souci de garder les codes actuels par les responsables. On peut parler de 10 mises à jour depuis 1947 pour contrer les problèmes imprévus au moment de la rédaction. 10 mises à jour assez étalées dans le temps. On peut parler de Helsinki en 1964, de Tokyo en 1975, de Venise en 1983 et plus récemment Édimbourg en l'an 2000 et Fortaleza au Brésil en 2013. Il faut savoir aussi que les règles sont rédigées par des experts interdisciplinaires. L'idée, c'est d'éviter les conflits d'intérêts, que ce ne soit pas simplement les chercheurs qui mettent la main à la pâte, mais on a aussi des médecins, des scientifiques, des juristes, des philosophes et même des théologiens qui vont amener de l'eau au moulin pour la réflexion et justement s'assurer que les règles sont claires et respectueuses. Les lignes directrices, justement, elles ressemblent à quoi? Tout d'abord, il faut savoir qu'elles sont nombreuses et qu'elles témoignent d'une volonté de neutralité. Et je peux citer, par exemple, qu'il faut avoir un consentement libre et éclairé en tout temps du participant pour que le processus soit éthiquement acceptable, qu'aucune expérience n'est permise si on sait d'avance qu'il y a un risque de mort pour le participant, qu'aucune autre option doit être nécessaire pour que la recherche soit acceptée. Il faut éviter toute souffrance non nécessaire et les traiter au besoin. Ça doit être fait par un personnel qualifié et il y a un devoir d'interruption pour toute équipe de recherche qui se rend compte que leur processus, leur protocole est dangereux. Il faut savoir aussi que la décision n'est pas simplement dans les mains de l'équipe de recherche. Il y a des comités indépendants qui vont superviser le processus. Ils vont d'abord approuver le protocole, ils vont suivre le déroulement et ils vont même mettre en place des comités de déontologie pour sévir envers toute personne responsable qui manquerait à l'éthique en tant que telle. Par exemple, on peut nommer le Comité international de bioéthique de l'UNESCO comme étant un organisme indépendant, ainsi que les comités d'éthique en recherche au Canada. Et finalement, sachez que la recherche sur les sujets humains, elle est faite au nom du principe de bienfaisance. Avant tout, on cherche des solutions à des problèmes réels, à des maladies qui affectent les gens dans le moment présent. Si le processus de recherche provoque des maux, des malaises chez les gens, on a l'obligation de traiter ces patients, de ne pas les laisser à eux-mêmes. Il faut savoir aussi que le patient peut quitter à tout moment le processus de recherche et que si jamais il a des problèmes graves, il peut avoir recours à des dédommagements. La recherche sur des sujets humains, telle qu'elle est menée depuis 1947, est inacceptable. Nous allons démontrer aujourd'hui dans ce débat que tout au long du processus, de la sélection des candidats jusqu'à la publication des résultats, en passant par la façon dont est menée la recherche, chaque étape est entachée par de graves manques à l'éthique. Premier argument, la recherche sur les sujets humains repose trop souvent sur un consentement non libre et non éclairé. En effet, plusieurs participants veulent embarquer dans les essais dans l'espoir de guérir. Et il y a là un problème, une confusion entre le rôle du médecin chercheur et le rôle du médecin traitant. Le médecin-chercheur n'est pas lié par le principe de bienfaisance. Son but, ce n'est pas de faire le bien ou de guérir, c'est de faire avancer la connaissance. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce sens-là, participer ne veut pas dire qu'on va bénéficier du traitement. Il y a d'ailleurs un paquet de gens qui vont recevoir non pas le médicament, mais un placebo. Alors, on se retrouve dans ce qu'on appelle un malentendu thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a l'illusion d'être comme à la clinique, alors que ce n'est pas le cas. Le consentement, c'est vraiment le principe éthique fondamental en recherche. Or, plusieurs chercheurs avouent que pour eux, c'est un obstacle à leur travail. Et ils ont donc tendance souvent à escamoter. Je vous donne un exemple. En 2004, un journaliste du Journal de Montréal infiltre un essai et on lui donne un formulaire de consentement à signer. On lui donne 9 minutes pour lire 10 pages.
c'est insuffisant, évidemment, comme le révèle Jean-Pierre Ménard, avocat en droit de la santé. De plus, le protocole pour la recherche qui est expliqué liste les effets secondaires, mais pas tous, seulement certains. Et d'autres effets, ceux qui sont listés, le sont en fonction d'un médicament d'une dose de 40 mg, alors que les essais vont porter sur 80 mg. Ce n'est pas un cas isolé. On se rend compte que de 1980 à 2003, le New England Journal of Medicine a fait plusieurs recherches sur toutes sortes de formulaires de consentement en Occident, et on se rend compte que le niveau de langage est universitaire, que le lendemain, il y a à peine 60% des sujets qui ont signé qui peuvent encore expliquer le but de la recherche, la procédure. À peine 55% se rappellent d'un risque majeur, et la moitié d'entre eux pensent que dans le fond, ce qu'ils ont signé, c'était pour protéger le médecin et non pas pour se protéger eux-mêmes. Bref, il y a un document de signé, mais souvent le consentement n'est pas vraiment éclairé. C'est encore pire lorsqu'on passe du côté des pays émergents où des pharmaceutiques occidentales mènent des recherches, comme en Russie, en Ukraine ou en Argentine. Souvent, le formulaire de consentement est signé après le début des recherches. Souvent, on a déguisé les essais en les renommant programmes humanitaires offrant des traitements gratuits. On a fait des essais sur des orphelins ou sur des adolescents schizophrènes, bref, sur des populations qui ne peuvent pas donner de consentement. Imaginez, au tiers-monde, c'est encore plus scandaleux. Je vous donne deux exemples. D'abord, les essais sur le Pfizer, par Pfizer sur le médicament qui s'appelle le Trovan. Alors, c'est un médicament interdit en Occident. On le teste là-bas sur des enfants, sans la permission du gouvernement du Nigeria, sans donner non plus d'informations suffisantes aux parents et leur faisant juste donner un consentement verbal et non pas écrit. Résultat, 5 enfants sur 100 meurent et plusieurs autres sont atteints de paralysie, de surdité ou de lésions au cerveau. Deuxième exemple, les essais sur le tenofovir, qui est un médicament qui devait prévenir l'infection au VIH-Sida. Donc, on fait ça au Cameroun, où 51% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. On prend 400 prostituées qui n'ont pas le VIH et on leur offre un suivi médical gratuit d'une valeur d'à peu près 60 $ par mois, en plus des payer 5 $ par mois. Pour elles, c'est une fortune. La plupart sont illettrés, on leur donne les informations en anglais, qui n'est pas leur langue maternelle. Suite à ça, certaines sont convaincues qu'elles sont désormais immunisées contre le sida. Évidemment, en cours de route, certaines vont contracter le VIH et on ne les soignera pas. Pourquoi? Parce que dans le contrat qu'elles ont signé, ça dit qu'elles ne seront pas soignées si elles l'attrapent. Mais évidemment, ces personnes-là n'ont pas compris. Elles ont signé, on a un consentement, mais il n'est pas vraiment libre et éclairé. Passons aux choses sérieuses, Mathieu. Je vais commencer avec une simple question. Lorsque les règles sont claires et respectées, et qu'il existe aussi un mécanisme d'éjection pour le participant pour qu'il puisse se retirer, où est le problème avec la recherche sur des sujets humains? Je pense que je vais te répondre par un exemple. Alors, je te parle d'une recherche menée à Montréal par la compagnie pharmaceutique Anapharm en 2005. Alors, on teste un médicament, c'est un immunodépresseur, et il y a 20 sujets qui participent. La phase 1, c'est 8 jours, puis ensuite, il va y avoir là, une autre phase. Au 4e jour, le patient numéro 8 se réveille le matin, puis il est malade, il crache du sang, il tousse sans arrêt. Fait que les autres participants sont inquiets, posent des questions, les chercheurs disent non, on donne peu d'informations, faites-vous-en pas, Puis on met ce patient-là en isolement. La phase 1 finie, les gens s'en vont chez eux, on revient pour la phase 2, et là on rassemble les gens et on leur dit « Ah, le patient numéro 8, finalement il y avait la tuberculose. » Fait que ça, c'est une maladie qui est hyper contagieuse, puis qui est évidemment mortelle. Alors, il y avait 20 participants, il y avait 50 employés. Sur 70 personnes, il y a 20 personnes qui ont contracté la tuberculose. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans, dans cet exemple-là? On voit que les chercheurs, leur but, eux autres, c'est toujours de faire avancer leurs connaissances. Ils ne veulent pas répondre aux gens, donc les gens ne peuvent pas se retirer s'ils n'ont pas l'information au bon moment. Moi aussi, j'ai une question que j'aimerais te poser. Okay. Est-ce que c'est pas injuste que certains patients qui participent à un traitement expérimental pour une maladie mortelle et présentement incurable reçoivent un placebo, c'est-à-dire une pilule de sucre, alors que d'autres reçoivent le vrai médicament et peuvent potentiellement en profiter? Bon, je comprends ton point où on peut voir une certaine injustice, qu'il y a des gens qui reçoivront pas le traitement en tant que tel, mais il faut comprendre que les patients sont informés et ils ont donné leur consentement à ce processus. Ils savaient
qu'il y aurait une possibilité d'utilisation du placebo. Mais l'idée d'utiliser le placebo, c'est d'avoir des résultats rigoureux, pas basés sur des données aléatoires et de dire que bien, notre traitement est vraiment efficace. Regardez des gens qui ont reçu un faux médicament, eux, c'est rien produit. Nous, c'est produit quelque chose. Au contraire, de dire, bien, écoutez, la différence de gens qui croient recevoir un traitement versus le nôtre est tellement minime que ça ne vaut pas la peine qu'on crée notre truc. Et c'est sûr aussi qu'il faut considérer que c'est aléatoire la façon d'attribuer le placebo. Donc, les gens sont choisis au hasard. Et on peut voir la situation à l'envers. Quelqu'un pourrait recevoir de façon aléatoire le médicament, croyant peut-être recevoir un placebo, et cette personne-là reçoit un traitement qui n'est pas fonctionnel et qui va l'exposer à des risques. Alors, est-ce que la personne qui reçoit le placebo, à ce moment-là, elle devient avantagée? Bien, il faut plutôt voir ça d'une façon différente, de dire que les gens ont participé à un processus qui va nous déterminer si le traitement est acceptable ou pas, et si jamais le traitement est acceptable, bien après, ils vont pouvoir y avoir recours pour guérir leur maladie, mais dans un contexte sécuritaire et avec des preuves à l'appui. Puis justement, si on ne veut pas faire de tests sur les sujets humains, Mathieu, comment on fait pour tester un nouveau produit? Il y aura toujours des avancées, donc comment on peut faire des essais? Bon, ça, c'est sûr que c'est clair que tu vas poser cette question-là. Écoute, on a plusieurs alternatives à la recherche directe sur l'être humain. Il y a la simulation et modélisation virtuelle. On peut faire l'expérimentation sur micro-organismes, tissus biologiques humains, sur les cadavres. Il y a l'expérimentation animale. Mais là, Mathieu, écoute, c'est bien beau tout ce que tu me racontes, là, mais c'est prouvé en biologie que chaque espèce animale va réagir différemment à une substance qu'on va lui administrer. C'est même prouvé qu'un organe ou un élément isolé va réagir différemment que le système au complet. Alors, quand on considère tout ça, toutes les alternatives que tu viens de me nommer, elles ont des limites. Comment on peut faire pour progresser de façon sécuritaire autrement? Parce que de toute façon, la recherche a permis d'éliminer des maladies comme la polio, comme le choléra. Donc, c'est nécessaire. Écoute, on va prendre le problème autrement. On va essayer d'inverser notre raisonnement habituel. C'est pas juste le nôtre, c'est celui du monde médical en général. On devrait investir en épidémiologie. C'est-à-dire qu'on devrait s'intéresser à trouver les causes des maladies, puis faire de la prévention, plutôt que de travailler à développer des médicaments. Concrètement, je donne l'exemple du cancer du sein. À chaque année, en Amérique du Nord, il y a des grandes campagnes là, avec tous les rubans roses et autres cossins roses. Là. La documentaliste Léa Pou, une Canadienne, a fait un documentaire qui s'appelle Pink Ribbon. Puis elle a démontré que, dans le fond, sur ces millions de dollars-là qui sont ramassés à chaque année, il y a à peine 5% qui va en recherche sur les causes. C'est beaucoup plus attrayant et payant de produire des médicaments pour du monde déjà malade. Puis là, ben, on a la gloire d'avoir trouvé le médicament, puis on a du cash à faire parce qu'on vend le produit, que de dire bon, on va éviter que les gens deviennent malades. Mais, tu sais, Mathieu, j'entends ton point d'éviter que les gens deviennent malades, mais à un moment donné, il y a des nouvelles maladies qui vont émerger, qui vont être des maladies qui vont frapper de façon rapide l'ensemble de la population. On peut penser à des trucs comme le Zika, comme l'Ebola, qui sont des épidémies modernes. Ça, c'est très drôle. Moi, ça me fait tellement rire dans l'actualité, ces affaires-là. Quand il y a une crise de même, parce que regarde, là, tu as une maladie tropicale, l'Ebola, ça existe depuis super longtemps, par exemple. Bon, ça existe, mais ça se passe en Afrique. Que les Africains meurent, c'est juste des Noirs, ça, c'est des statistiques, ça. Mais dès que la maladie peut menacer de sortir de l'Afrique ou encore le Zika de l'Amérique du Sud, puis là, d'un coup, qu'il y a un blanc qui en mourrait, là, on se garoche. Là, on va développer là, le vaccin, on va trouver quelque chose. Là. Ben, c'est très, très choquant, ça. Est-ce que tu savais que, dans les faits, les pharmaceutiques travaillent à développer essentiellement les médicaments pour les maladies des riches occidentaux? De 1975 à 2004, sur 1556 nouveaux médicaments qui ont été développés dans le monde, il y en a seulement 21 qui concernaient des maladies tropicales. En fait, il y a à peu près 10% des fonds de recherche qui sont affectés aux conditions qui sont liées à 90% des causes de décès ou de maladies de la planète. Alors, le plus grand bien du plus grand nombre, on repassera, c'est toujours le plus grand bien des plus riches. Bon. Moi aussi, j'ai une autre question à poser. Est-ce qu'on ne devrait pas nous-mêmes tester les médicaments pour nos problèmes de santé, nous occidentaux riches par exemple, plutôt que de faire ça par les habitants du tiers-monde? En fait, est-ce qu'on ne devrait pas mettre davantage l'accent en Occident sur le devoir de participer aux essais? Un devoir? Ben, c'est drôle que tu me parles de devoir, parce que il me semble que depuis tout à l'heure, si on parle de devoir, on parle d'une obligation, mais
Mais il me semble que un des arguments, c'est le consentement libre. Si on force les gens à participer aux essais, à quel niveau il y aura un consentement libre? D'abord, je n'ai pas dit obligation, j'ai dit devoir. OK? Regarde, le don de sang ou le don d'organes, porté. Alors, avant, là, il y a des personnes qui faisaient ça. Maintenant, je dirais tout le monde, moi je le fais pas, le don du sang, mais en tout cas, j'ai la carte de don d'organes, mais je veux dire, les gens, c'est rendu une pratique commune, on est conscientisé, puis on embarque là-dedans. Moi, je crois qu'il faut mener collectivement, comme société, une réflexion sur le devoir qu'on aurait de participer aux essais pour que ça amène une certaine généralisation. Si tous les riches, les éduqués, on commence à participer, bien c'est sûr que nous autres, on va être conscients de nos droits, puis on va vouloir avoir un consentement éclairé, fait qu'on va poser des questions, ce qui fait que ben, les procédures vont être beaucoup plus sécuritaires, puis tout le monde va en bénéficier. Ça veut dire que même lorsque les gens moins éduqués ou moins riches vont participer, bien, le fait que nous, on ait exigé ça, ça va bénéficier à tout le monde. Alors pour conclure, j'aimerais préciser que la recherche sur les sujets humains, c'est un phénomène inévitable. Toutes les alternatives qui ont été présentées par mon adversaire ont leurs limites. Et qu'il existe une nécessité de faire des tests avant de distribuer un nouveau produit pour assurer la sécurité des gens. Pour soigner, il faut avant tout comprendre. Malgré quelques épisodes obscurs de notre histoire, il y a quand même un long historique plutôt de réussite. Et il faut rappeler aussi que les épisodes obscurs allaient contre les règles établies ou ont eu lieu avant l'établissement des règles. Il ne faut pas les ignorer, mais refuser la recherche est insensé. À mon tour de conclure, je vous donne des exemples de tactiques immorales utilisées par les grandes compagnies pharmaceutiques, telles que révélées par Jean-Claude Saint-Onge, un médecin, et je cite, « Manipuler les résultats des recherches scientifiques, supprimer ou trafiquer des données défavorables, cacher des recherches, biaiser carrément la présentation des résultats, employer des chercheurs complaisants placés en conflit d'intérêts, tenter de bâillonner des chercheurs dont les recherches peuvent nuire à leurs intérêts, retarder tant qu'ils peuvent la diffusion publique d'informations sur les dangers d'un médicament de manière à pouvoir engranger le plus de profit possible entre-temps, exclure des essais cliniques les catégories de personnes susceptibles de souffrir des effets secondaires du médicament. » Fin de la citation. Force est donc d'admettre que ce ne sont pas que des obscures exceptions, que l'expérimentation médicale telle qu'elle est menée depuis 1947 est inacceptable, puis qu'il est grand temps d'imposer des vraies normes de sécurité pour respecter la dignité humaine des sujets qui y participent.